Ai-je besoin de vous rappeler que si je suis à la 9e tranche, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a problème. Il y a problème parce qu'il y a eu drame, il y a eu mort d'homme. Tout simplement parce que des gens ont décidé de construire des immeubles sans respecter une règle. Il est donc temps que nous puissions nous regarder, que nous fassions le tour de table de cette question. Car l'effondrement des immeubles est devenu un fait banal. Et quand ce type d'irresponsabilité devient un fait banal, c'est qu'il y a problème. Et quand il y a un problème, crevons l'abcès et parlons-nous sans filtre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au milieu des décombres, il fouille sans relâche, encore et encore, mais toujours sans aucun signe de vie, des presque 20 personnes portées disparues depuis l'effondrement de l'immeuble. Cela va faire à peu près 12 heures que les recherches se poursuivent, alternant techniques manuelles et moyens lourds. Pour des proches, l'attente est insupportable. On va tirer en bas, il n'a qu'à prendre dessus là pour enlever. Si à toi, on va descendre pour la chercher. On va tirer en bas pourquoi? Pas doucement, hein. Tu tires doucement, doucement, tu enlèves dessus seulement. C'est qui ça encore? Eh Seigneur. Désiré, je ne suis pas habilité pour te répondre actuellement. On se parle après. Minute après minute, cet homme n'arrive plus à garder son calme. À l'impatience se mêle la colère. Sa nièce est coincée sous les débris et pour lui, l'opération de sauvetage ne va pas assez vite. Dessus, chef, pardon. De leur côté, les secours se hâtent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Les heures passent, le bilan s'alourdit et les espoirs de survivants s'amenuisent. Malheureusement, en l'état actuel des choses, nous dénombrons 4 décès et 17 blessés qui ont été totalement pris en charge par la mairie. L'immeuble avait été achevé en 2013 sans permis de construire. Face à la tragédie, ces femmes et ces hommes n'en reviennent toujours pas devant la triste évidence que le bâtiment habité seulement depuis 4 ans a pu se vautrer de la sorte. Et ici, impossible de retenir des larmes qui s'entremêlent à la colère. C'est comme ça on construit même les petits faits. Tu nous as fait pleurer aujourd'hui, le dit, la tu vas pleurer. Et ces maisons-là, tu vas pleurer, toute ta famille va pleurer. Ici, la soudaineté de la déflagration, l'arrivée de l'ange de la mort, en pleine nuit au moment où beaucoup dormaient, du sommeil du juste ont provoqué une onde de choc. Une marche a eu lieu en hommage aux victimes de la tragédie, plus particulièrement à la petite Marie-Esther. Elle n'avait que 14 ans et est en classe d'examen. En Côte d'Ivoire, les effondrements d'immeubles sont devenus un phénomène aux ampleurs tragiques. En l'espace de seulement une semaine, l'immeuble d'Angré, qui a été élevé sans permis de construire, comme environ 80% des chantiers dans la capitale économique, et un autre immeuble à Treichville ont causé la mort de 13 personnes. Parti d'Abidjan, l'onde de choc est ressentie par l'ensemble du pays. La capitale économique s'étend jour après jour, et les constructions se multiplient avec de nouveaux quartiers, dont beaucoup sortent de terre, à la va-vite. Et cela fait le lit de ces drames. Des drames révélateurs d'un secteur du BTP anarchique, gangréné par la corruption et l'irresponsabilité. Problèmes de politique de construction, problèmes de matériaux de construction ou absence de conscience citoyenne
Enquête sur ces effondrements d'immeubles à Abidjan qui endeuille plusieurs familles. Sous ces tonnes de béton et d'acier, se sont enfuis des espoirs, des rêves, des vies d'enfants innocents. Ces tas de gravats, vestiges de la chute de la demeure qui devait les protéger, est un condensé d'histoires glaçantes, traumatisantes, comme celle de cette famille de 5 personnes entièrement décimées. Elle se débrouillait pour dormir. Comme elle veut faire le mariage, c'est pour ça qu'elle est venue prendre la maison. Elle est rentrée ici même. Ça ne vaut pas 3 semaines même d'arriver ici. C'est ça le malin là arrivé. On fait le rayon ensemble, elle est calme, elle ne parle pas, elle ne fait pas par là pour les gens, rien. Est-ce qu'on peut avoir une idée des photos? Tu dis que vous voulez se marier, est-ce qu'on peut avoir les affiches là déjà? Présentez-nous. Oui, l'affiche est là. La photo est là, dans le groupe de la réunion on fait ensemble, c'est ça, elle a lancé les photos là. Elle, lui qui va chanter le jour, elle les forme, ils sont prêts, tout. C'est l'intérêt comme ça. Il y a une autre photo encore dedans, pour lui-même, où il a attrapé ses bébés et sa femme. Il y a une autre photo encore. Ali et son frère sont de retour sur le théâtre de cette tragédie dont les douleurs restent encore profondes. Son frère s'apprêtait à se marier ce dimanche 20 mars 2022. C'est la vie de vie. Ça, c'est la vie de ma femme. De votre femme. C'est les choses que vous essayez de sauver? Ouais, c'est la fille de sa femme, on a retrouvé, mais vraiment tous les traits en bas. Un retour, ici vécu comme un pèlerinage, pour faire le deuil du départ de leur frère. Mais sur place, ils cherchent encore à sauver quelques affaires. Ladji, en vert, l'autre frère du défunt habitait aussi l'immeuble. Mais Ladji lui a vu venir un potentiel drame au regard des signes avant-coureurs apparus dans son appartement. Il avait alors alerté la propriétaire sur les risques. Des alertes balayées du revers de la main. Non, le bâtiment est trop beau, lui arguait la propriétaire. Ce jour-là, on attend de dormir, c'est 23 c'est par là. Et puis on a attendu plus façon, Et puis j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu as mis quelque chose au feu? Elle dit non, on n'a pas encore fini de parler ça. Et puis on attend, maison là, on dirait que c'est ascenseur là. On attend de descendre, et puis ça s'arrête là. Puis là, on attend Bill et Léon. Mais nous on attend Bill et Léon, mais Léon nous n'attend pas non plus. On attend de couler au secours, mais personne ne nous attend pas. Jusqu'à vers 2h du matin, et puis on attend les bruits des gens du quartier. On a fait signe, on a prié qu'il ne pas. Puis, je ne sais pas, il y a un trou dans le meuble là qui ma mère là, il arrivait à faire sortir ma mère. Et puis quand il a fait ça, puis il y a un homme qui a dit ah voilà l'homme de quelqu'un, voilà. C'est là ils sont venus nous casser, ils sont venus casser le meuble là et puis on nous fait sortir. Mais il y a un autre détail qui attire l'attention dans les gravats. L'immeuble était un R+4, mais pour beaucoup, les matériaux utilisés comme le fer à béton pour tenir les piliers et les dalles étaient à vue d'œil de mauvaise qualité. Les matériaux de construction seraient-ils donc en cause? Nous décidons alors de nous pencher sur cette hypothèse. Commune de Yopougon, nous rencontrons Alcina, c'est un ancien commerçant de fer à béton. Il comptabilise plus de 15 ans d'expérience et travaille avec les plus importants fabricants de fer à béton en Côte d'Ivoire. Très vite, l'homme va nous faire découvrir un fait extrêmement troublant. Allemand qui fournit le fer, Belgique, avec Grande-Bretagne comme ça, c'est eux qui fournissent le fer. Mais aujourd'hui, les Indiens sont rentrés, les Chinois sont rentrés tant. Chacun fait son fabrication. Grand jamais que les jamais ça sera ensemble. Ça c'est, on appelle ça FC 400. FC 500, il est là aussi un peu gros que ça. R+4. Le soupassement, ça c'est Forché FC 500. Il faut qu'on sait
les techniciens de prendre FC500. Quand tu fais ça pour toi, là, tu es venu. Je n'ai pas dit que si ce n'est pas FC500, je ne fais pas. Je te dis plusieurs fois. Ou bien il faut aller payer ton fer où tu veux. Sinon, moi, je ne fais pas. Tu sais, nous, dans 1 million de francs, nous, on a 7 000 dedans. Plus raison que tu vas aller en prison dans un faux problème ou bien tu vas mentir pour rien. Les sociétés qui doivent faire des immeubles à des niveaux, il y a des sociétés où on doit payer, ou il y a des sociétés où tu ne dois pas payer là-bas. À cause des diamètres. Voilà ce que l'homme veut nous faire voir. Ici, il nous présente 3 fers de fabricants différents. Ils font chacun 10 cm de diamètre. Mais étonnamment, ça se voit qu'ils ne sont pas pareils. Parce qu'aujourd'hui, lui il fait 600 000. Lui il fait 760 000 la tonne. Vous voyez la différence? Bon, si tu vas dans le marché, peut-être tu peux gagner ça à 450 500 000. Ça là. Aujourd'hui, Sotaci ne va pas diminuer moins de 600 000. Ce qu'on envoie sur le pont là, c'est 760 000. Monsieur Djali, comment est-ce qu'on explique que ces fers-là, qui ont le même numéro, sont des tailles visuellement, quand on les voit, c'est différent? Mais au fait, c'est ça le paradoxe. Hein. Si je mets le FC500 à côté, si je mets ça, la norme généralement utilisée en Côte d'Ivoire, c'est le FE400 que tout le monde utilise. Mais ça, c'est une usine, un fabricant, n'est-ce pas, qui a produit ce fer-là, comme étant le fer numéro 10. Voici un autre fabricant qui produit ça et qui dit que c'est le fer numéro 10. Bon, en matière de mesure, tout le monde sait. Hein, quand on dit 1 mètre, en mesure 1 mètre, il n'y a pas 1 mètre pour chinois, il n'y a pas 1 mètre pour français, il n'y a pas 1 mètre pour ivoirien, c'est la même chose, c'est une mesure universelle. Donc voici celui qui vend ça à des personnes comme étant fer numéro 10, il ne mettra jamais celui-là à côté. Parce que tout le suite on va faire. Comme les gens ne peuvent pas faire la différence, donc quand on leur dit c'est 10, ils achètent sans mettre que c'est le 10. Donc c'est de l'arnaque. Bien sûr, c'est de la tromperie. Isiaka Diaby est membre de la société civile et opérateur économique dans le domaine du fer à béton. Pour lui, cette tromperie est un acte criminel. Et ce jour-là, il ne perd pas de temps, il nous donne rendez-vous au palais de justice et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Maître, oui, bonjour. Oui. J'ai envoyé un de mes collaborateurs là chez vous pour prendre le rapport d'expertise du fer à béton là. Parce que oui, je pensais que j'ai pas la totalité. Oui, je suis encore au tribunal de Yopougon, oui. Vous êtes en audience. D'accord. Et là, il est midi, hein. Ah, vous-même, vous venez avec. Ah, donc c'est super, c'est super. Donc, jusqu'à 14h, donc je vais vous attendre alors ici, dans la zone de Yopougon. Je vais vous attendre au tribunal ici. Oui, ok. Parce qu'il y avait un problème d'interprétation. Oui. Oui, c'est beaucoup technique. Donc, il va falloir faire une réquisition pour que on interprète ça pour que ce soit accessible aux citoyens lambda, quoi. Isiaka a pris sur lui de mener une enquête au cours de laquelle il a testé le fer qui est présent sur le marché. Sa cible, ce sont les revendeurs. Oui, c'était l'avocat qui suit le dossier avec nous. On a acheté du fer à béton sur tout le district autonome d'Abidjan qu'on a soumis à expertise. Lorsqu'on a soumis à expertise, au préalable, on avait porté plainte contre X pour vente de fer à béton non conforme et qui pour nous constitue un matériau de construction très dangereux. Donc mise en danger de la vie d'autrui ou éventuellement homicide. Parce que pour nous, les bâtiments qui tombent sont dus à la mauvaise qualité du fer à béton. Donc on a soumis ces fers à béton à expertise. Il se trouve que sur les 30
distributeurs et revendeurs auprès desquels nous avons acheté le fer à béton. Il y a 3 seulement qui nous ont vendu du bon fer à béton. Sinon tout le reste, c'est des fer à béton hors normes, très dangereux, qu'on ne peut même pas utiliser pour construire une maison. Des échantillons soumis au LBTP, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, ont relevé l'existence sur le marché des matériaux qui violent les normes. Pour Isiaka Diaby, de la ferraille est utilisée à la place de l'acier, des matériaux qui ne sont tout simplement pas assez solides pour soutenir la charge. L'homme pointe du doigt les entrepreneurs qui utilisent sciemment des matériaux inadaptés, dont l'objectif de réduire les coûts. Un phénomène face auquel les autorités du secteur affichent trop de faiblesse. Vous et moi, on peut aller acheter, l'architecte va nous dire, bon, pour construire, pour faire les poteaux de votre maison, j'ai fait mes calculs, il faut mettre le diamètre numéro 8 à tel endroit, diamètre numéro 10 à tel endroit, diamètre numéro 12 à tel endroit. C'est comme ça que c'est compartimenté dans la construction. Mais le problème, est-ce que le fer diamètre numéro 8 que vous partez acheter, on vous vend, est-ce que c'est 8? C'est ça la question. Au fait, les Ivoiriens, on achète du fer numéro 8, on nous vend du fer comme étant numéro 8, c'est pas numéro 8. C'est numéro 7 qu'on nous vend. On nous vend du fer, numéro 12, du fer comme étant numéro 12. Et vu que le contrôle des autorités en matière de construction en Côte d'Ivoire est problématique, des membres de la société civile eux-mêmes montent au créneau. Ce matin, Isiaka a décidé de porter plainte. Lorsque nous sommes descendus sur le terrain pour faire les achats, on s'est rendu compte que majoritairement, les fers à béton qui se sont avérés être de mauvaise qualité ne portaient pas des griffes du fabricant. La marque du fabricant, les griffes, d'autres pays disent griffes, d'autres pays disent l'initiale du fabricant. Alors que les normes en Côte d'Ivoire disent, pour vendre un produit, il faut qu'on identifie le fabricant à travers sa marque, ses insignes, ses griffes ou ses initiales. Est-ce qu'il y a un marché parallèle qui s'est développé, vous me dire? Non, il n'y a pas de marché parallèle, c'est-à-dire c'est des gens qui sont installés officiellement, à qui l'État de Côte d'Ivoire donne des cahiers de charges à respecter, mais qui ne respectent pas les cahiers de charges. La procédure pour engager des constructions en Côte d'Ivoire est connue de tous, mais n'est pas majoritairement respectée. S'il y a des malfaçons, c'est que sur la chaîne, des étapes cruciales ne sont pas respectées. À l'évidence, des maîtres d'ouvrage ne prennent parfois pas la peine d'impliquer un qualiticien ou un architecte pour la réalisation des travaux afin de ne pas payer des honoraires. À la qualité de tout ce que nous consommons, tout ce qui est fabriqué et commercialisé, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est ce service-là. Il y a le service de répression des forces, il y a nos services qu'on appelle la lutte contre la contrefaçon. Pourquoi ces services-là ne fonctionnent pas? Donc il ne peut pas nous dire que depuis 6 ans, ils n'ont pas vu ces choses-là. Nous, on est descendu sur le terrain en 2 mois, on a fait des recherches, on a fait des achats, on a eu les résultats. Vraiment, ce n'est pas aux citoyens de descendre dans la rue pour faire ce genre d'opérations. Mais c'est vrai, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, ça fait partie de notre rôle, mais on n'avait pas besoin d'en arriver là. Des propos qui traduisent, bien que les responsabilités sont partagées. Quelques jours plus tard, un anonyme nous alerte. Il s'agirait d'un immeuble dont une partie du béton serait détachée. Pas de dégâts majeurs en dehors de cette voiture qui en a payé les frais. Le morceau s'est détaché du 2e étage. Cela a apeuré tous les riverains, craignant le pire. Le ministère de la Construction y a même fait un tour, mettant l'immeuble sous objet d'étude de stabilité. Mais n'empêche, des personnes continuent de vivre là. Nous voulons alors échanger avec certaines d'entre elles. Nous tombons sur la famille Kouadio. Si dans quelques maisons, on est un tout petit peu serein, ici la précipitation est au rendez-vous. La cuisine a déjà fait partie des barriques. Il reste seulement que quelques bidons ici. Puis la deuxième barrique est là, ils sont fait descendre. J'ai appelé quelqu'un pour venir chercher les fauteuils, comme vous le voyez. C'est la petite moto de ma fille qui va descendre dessus là. La famille veut aussitôt quitter l'immeuble avant qu'un drame ne survienne. Le père a déjà une maison où aménager dès aujourd'hui. Ma vie est en danger.
Parce que je suis inquiet. Je suis inquiet. Vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le bâtiment, les fissures, vous avez vu, vraiment il y a le monsieur qui a perdu la pare-brise de sa voiture. Imaginez que c'était un enfant qui passait. Ça va être encore plus dramatique. Donc bon, mieux vaut prendre la pousse d'escapade pour éviter d'autres dégâts encore. Vous avez des enfants, qu'est-ce que vous craignez pour eux? Bon, chaque fois qu'on dort, on prie Dieu, on remet la maison dans la main de Dieu. Nos enfants, bon, nous les plus âgés, on s'est dit qu'avec les blessures, on est encore fort pour supporter, mais les enfants, c'est encore plus difficile. Ce morceau de béton détaché, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Depuis quelques jours, l'homme voyait déjà dans sa maison plusieurs fissures qui ne rassurent pas. Bon, vous voyez, je peux vous montrer de ce côté, pas de fissures en tant que tel, mais quand vous constatez le mur, vous prenez ici la caméra pour bien zoomer, vous allez sentir que le mur, il y a l'eau qui coule. Vous pouvez sentir ça. Regardez jusqu'en bas, la couleur blanche qui sort ici. Ça prouve que l'intérieur du mur est mouillé. Par exemple, on sent la couleur qui sort. Vous pouvez zoomer s'il vous plaît, vous allez sentir cette couleur blanche qui sort ici. Et souvent c'est mouillé. C'est mouillé. Regardez par exemple, où il y a mon doigt. Vous sentez la différence de couleur par rapport aux autres. On sent que c'est un peu marron, compte tenu de l'humidité. On ne sait pas qu'est-ce qui cause ça. Bon, moi je ne sais pas, mais je suis soucieux. Je me dis peut-être qu'il y a une fissure dans le mur qui permet à l'eau de s'échapper de son passage. Ce père de famille a pu vite trouver une nouvelle maison. C'est à quelques mètres de là où il déménage. Il reste dans le quartier dans lequel lui et sa famille ont vécu depuis plusieurs années. Je suis au premier, où est le monsieur qui a fait la décoration là? À l'extrême droite là. Il y a un gars qui a été là. C'est pas un tableau, c'est la peinture qu'il a fait. Une nouvelle demeure où il va quand même tout recommencer avec sa petite famille et reste loin du traumatisme causé par l'ancienne. Faites attention, c'est mouillé. Après, moi, je vais vous filmer un peu ici. Entrez. Ah non, venez, venez. Je vais vous montrer les travaux. On va voir finir la peinture. Mais je commence à voir votre nouveau chez vous. Oui, oui, je suis très content. Avec les tableaux qu'il a fait, vraiment. Vous voyez, c'est encore joli encore plus joli. Là, vous êtes plus assuré, de plus en plus. Oui, je suis plus encore à l'aise. Allez, voilà, la peinture, je vois que la méthode est encore plus neuve. C'est ça. Ah ouais. Et sans l'air, je suis plus à l'aise. Nous retournons à Angré, là où il y a eu l'effondrement du R+4. Depuis le jour du drame, plusieurs questions se posent sur ce qui a pu bien se passer ce jour-là. Nous retrouvons à nouveau Diaby Isiaka. Aujourd'hui, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Il est avec un des agents du laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Maintenant au niveau de l'encombrement là, je vois même pas les nervures. Hein. Premier problème détecté, la qualité du fer utilisé dans cette construction serait la base du mal. L'échantillon est plus gros. Donc ça c'est petit. Déjà il y a un problème de diamètre ici. En seulement quelques minutes, Isiaka enregistre plusieurs anomalies. Et comme cet immeuble, un bon nombre de constructions sont dans ce même cas à Abidjan. Et ça va être dans un bâtiment. Hein? Moi avec mon petit doigt là, j'ai soulevé. Regardez. Regardez un autre. Dans des maisons de quelqu'un. Regardez. 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 Faire. Pour mettre sur les gens. Regardez. Hein? Et ça, vous voulez pas que nous on parle? C'est pas criminel ça? Dandal, hein? Dandal. Et le fer là, à savoir si c'est 6. Faire 6 Dandal, faire 6 pour faire à nous. Des révélations étonnantes et qui choquent. Des matériaux qui sont présents là où il ne faut pas. Cela a été fait sciemment? Ou est-ce certains professionnels de la chaîne qui ont manqué de mettre à l'honneur leur conscience citoyenne
et professionnel. Dans le chenal d'un bâtiment, on met du fer, où on doit mettre le fer 8, 10, et là on met le fer 5, 5, et puis on met ça deux ensemble. Ouais, regardez le fer, regardez la solidité. Regardez. Ça c'est du fer. Vous voyez comment c'est cassé? Mais vous pensez que ça là, ça peut retenir 30 tonnes? Dans d'un bâtiment là, de là-bas jusqu'à là, c'est au moins 30 tonnes. Ça là, moi avec mon petit doigt là, regarde. Regardez. Regardez, le fer est cassé. Même si on ne connaît pas l'architecture, même si on ne connaît pas la matière de construction là. L'effondrement de bâtiments est une tragédie qui devient fréquente en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les alertes sur les risques d'effondrement foisonnent sur les réseaux sociaux. Dès qu'un petit signe se fait voir, il est tout de suite relayé. Une habitude qu'adoptent les populations pour ne plus qu'il y ait encore d'effondrement d'immeubles, lassées qu'elles sont d'entendre les Ivoiriens crier de leur demeure « Il y a problème ». Quand l'effondrement d'un immeuble devient récurrent, quand il devient un fait banal dans un pays, c'est qu'il y a un véritable problème. Oui, je le dis sans faux fuyant, il y a problème. Mesdames et messieurs, je voudrais faire le tour de la question, crever l'abcès, afin que nos invités puissent donner leur ressenti sur cette tragédie que vit notre pays. Ai-je besoin de vous rappeler que si votre humble serviteur se trouve en face de M. Messou Ouamessou, Augustin, directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture au ministère de la Construction, c'est qu'il y a problème. J'aurais bien voulu recevoir mon frère chez moi qu'on parle d'autre chose. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui là parce que l'effondrement des immeubles devient récurrent. Monsieur Messou, moi je veux construire un immeuble. La loi me dit quoi et qu'est-ce que je devrais faire de façon concrète? Merci Diondier. Il s'agit ici du processus légal de construction. Quand on veut construire, il y a une procédure qu'il faut suivre. Et déjà, ce processus est encadré par des tests. Je peux citer, entre autres, la loi portant code de la construction de l'habitat. Il y a la loi relative à la profession d'architecte. Il y a le décret qui a modifié le décret qui crée le permis de construire pour prendre en compte la plateforme collaborative de visite. Et puis, il y a l'arrêté du permis de construire relatif aux coûts, aux procédures, etc. etc. Donc voilà, sur le plan juridique, comment est-ce que le processus est encadré. Maintenant, pour être pratique, quand on veut construire, le premier acteur, c'est l'administration. Parce que c'est l'administration qui délivre les titres de propriété, c'est l'administration qui délivre le permis de construire et c'est l'administration qui est chargée du contrôle administratif. Donc il faut déjà disposer d'un titre de propriété. Il faut un lien entre vous et la parcelle. Si vous n'avez pas de titre de propriété, vous ne pouvez pas initier le processus de permis de construire. Donc, une fois que vous avez votre titre, le premier acteur professionnel, c'est l'architecte. Quand on veut construire, il faut s'associer les services d'un architecte. Donc, quand on veut construire, le premier sachant professionnel, c'est l'architecte qui est donc votre conseiller et qui va concevoir votre bâtiment en tenant compte naturellement vraiment de ses compétences, de ce qu'il a appris. Une fois qu'il a fini, un bureau d'études va prendre le relais pour élaborer les plans d'exécution. Parce que ce sont ces plans-là qui vont permettre à l'entreprise d'exécuter les travaux sur le terrain. Et en termes d'entreprise, il faut, n'est-ce pas, recruter une entreprise qualifiée. Et durant tout ce process, l'architecte avec qui vous allez faire le contrat va vous accompagner. C'est pertinent de le dire. Donc il faut recruter une entreprise qualifiée. Et oui, mais qui recrute l'entreprise? C'est l'architecte? L'architecte, c'est le maître d'ouvrage, mais sous l'œil vigilant de l'architecte. Parce que l'architecte, c'est un sachant. Le maître d'ouvrage n'est pas un homme du domaine. Il n'est pas sachant. Donc c'est l'architecte qui le conseille, qui l'accompagne. C'est pour ça que je dis que l'architecte est un conseil. Il va vous conseiller tout le long du process. Nous sommes donc à la 9e tranche. Cet immeuble-là s'est écroulé. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Qu'est-ce qui devrait être fait qui n'a pas été fait? Quels sont les responsables de ce drame? Il faut situer clairement les responsabilités. Le premier responsable, c'est le maître d'ouvrage. Celui qui a apporté le financement et qui a demandé qu'on lui construise un bâtiment. C'est lui qui est le premier responsable. J'ai expliqué tout à l'heure la procédure. S'il y a un contrat en bonne et due forme entre le maître d'ouvrage et puis l'architecte, à ce moment, le maître d'ouvrage n'est pas inquiété. Parce qu'il a confié la mission à des professionnels. À ce moment, l'enquête diligentée va situer les responsabilités et le professionnel mis en cause va assumer et sera sanctionné.
Mais pour ce qui concerne ce bâtiment, il n'y a pas eu de professionnels dans la chaîne. Donc c'est un bâtiment qui a été exécuté en toute illégalité. L'autre responsabilité, c'est que nous, nos agents qui sont sur le terrain, qui sont chargés du contrôle, s'il avéré qu'un agent n'a pas fait correctement sa mission, il est sanctionné. Ça aussi c'est dit, hein? Toute la Côte d'Ivoire en parle. Oui, l'agent, oui, si c'est le cas. Donc il y a plus de si. Mais il y a eu des agents qui ont été sanctionnés. À Yamso-Kouroken, il y a eu l'écoulement. Le directeur régional a été relevé de sa fonction. À Trashville, le chef d'antenne a été relevé de sa fonction. Même ici, il y a certains agents qui ont été sanctionnés. Donc quand c'est avéré, le premier responsable prend ses responsabilités et puis il y a des sanctions. Donc les responsabilités sont partagées. Déjà, le premier, c'est le maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage s'associe les services de professionnels en cas d'écoulement, ce sont ces professionnels qui répondent. Maintenant, si le maître d'ouvrage travaille dans l'illégalité et que l'administration laisse faire, ça veut dire que ceux qui ont laissé faire en termes de contrôle sur le terrain, en termes de vérification sur le terrain, c'est ceux-là qui sont responsables et donc qui sont sanctionnés. Ça, je le dis. Et je reconnais qu'effectivement, sur le terrain, il y a des agents, comme dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, il y a des agents qui ne travaillent pas avec responsabilité, avec conscience. Voilà qui est clair. Je voudrais vous présenter M. Liadé Émile. Et il a peut-être quelques préoccupations, mais je veux que vous sachiez qu'il est le président des acquéreurs du site Abouabou Djibo Canon. C'est ça, hein? Camon, voilà. Donc vous n'avez pas encore eu un bien immobilier? Si, justement, mais au stade non bâti. Non bâti, et c'est pourquoi la question même me préoccupe, tout comme ceux qui sont avec moi sur ce lieu. Plus tard demain, bien sûr, nous voudrons bâtir. C'est pour ça que nous avons acquis un bien immobilier, un terrain. Et vous ne voudriez pas vivre la même histoire évidemment, ce lieu où nous sommes en ce moment. Donc vous avez une préoccupation, posez-la, monsieur Messou. Avant de commencer, surtout ma première préoccupation, c'était, n'est-ce pas, de demander à mon cher ami, quel est le rôle, n'est-ce pas, de la mairie qui quand même est, j'allais dire, le gérant administratif, hein, de toute construction sur les parcelles à l'intérieur des communes. Parce que nous, particulièrement, et c'est notre premier interlocuteur généralement avec qui nous nous tournons. Quel est dans ce mécanisme de contrôle qu'il a établi le rôle, n'est-ce pas, du service de la mairie, encore plus, n'est-ce pas, de ceux qui, au niveau de la mairie, sont chargés, n'est-ce pas, de veiller, n'est-ce pas, à l'application de toutes les règles en matière de construction. Parce que nous voyons très souvent sur les murs, permis de construire, point d'interrogation, mairie. Ça voudrait dire que la mairie a, n'est-ce pas, son implication, son rôle à jouer dans cette évolution. C'est ça, Monsieur Messou, le permis de construire, c'est la mairie qui donne? Il y a deux types de permis de construire. Il y a le permis de construire type ministériel et il y a le permis de construire municipal. Donc il y a des permis qui sont délivrés par les maires, il y a des permis qui sont délivrés par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme. Les permis donnés par les maires, ça donne quoi? La différence est celle-ci. Le maire est compétent sur son territoire pour délivrer les permis de type habitation, c'est-à-dire la fonction est essentiellement habitation, exclusivement habitation, et là, en termes de hauteur, c'est du rez-de-chaussée à L+3. Habitation, rez-de-chaussée à L+3, c'est la compétence du maire. Pour les autres types de catégories, ça relève de la compétence du ministre. Pour les écoles, les hôpitaux, tout ce qui reçoit du public, s'il y a un magasin, tout ça, ça relève de la compétence du ministre. Voilà tout le permis. Maintenant, pour répondre à la question de mon voisin, il faut dire qu'il y a 3 entités qui font le contrôle. Il y a le ministère de la Construction, il y a les mairies et il y a le district. Chacun, le contrôle se faisait séparément. J'ai parlé tout à l'heure de la plateforme collaborative de visite. C'est une réforme importante qui permet à toutes ces 3 structures de se mettre ensemble et pour mutualiser les efforts, mettre ensemble les moyens que nous avons pour être plus efficaces. Donc là, on parle de mutualisation des efforts. Un seul service va faire une visite. On n'aura plus de contrôle du ministère de la Construction, contrôle de la mairie, contrôle du district. Non. Nous sommes en phase d'opérationnalisation de cette réforme. Désormais, vous allez voir sur le terrain que ce sera une équipe, mais qui prend en compte les acteurs du ministère de la Construction, du ministère chargé de l'assainissement, de la mairie et puis du district. Ça va nous permettre de mettre ensemble tous les moyens que nous avons et je pense qu'on sera plus incisif. Ouais, monsieur Messou, quand on vous écoute, on ne peut qu'être rassuré. Mais dans les faits, il y a une grosse inquiétude. On fait quoi alors? Oui, John Dié, je suis en train de vous dire, il y a aussi, la population est sensibilisée sur le fait qu'il faut construire dans la légalité. Ça, nous le faisons. Mais il y a aussi la sanction. Je peux vous dire qu'en 2020, il y a eu une seule démolition toute l'année. En 2020, il y a eu 51 démolitions, plus d'une cinquantaine de démolitions. Et maintenant, il n'y a plus de tolérance. Celui qui construit dans l'illégalité son bâtiment sera démoli. Il y a des sanctions, il y a des amendes administratives, il y a des démolitions partielles, des démolitions totales et il y a des peines privatives de liberté. L'on n'est plus vraiment à la plaisanterie.
chacun doit prendre ses responsabilités. Que ce soit les maîtres d'ouvrage, que ce soit l'administration, que ce soit les professionnels, chacun doit prendre ses responsabilités. La loi est claire là-dessus. Si c'est un professionnel, il est sanctionné. Est-ce que vous allez permettre que ceux qui sont assis puissent partager avec vous quelques préoccupations? Avec plaisir. Alors, quelqu'un voulait dire quelque chose? Est-ce que vous êtes convaincu par les propos tenus par M. Messou? Oui? Le permis de construire, quelle est sa validité? C'est ma première question. La deuxième question, un immeuble R+4, eux qui savent bien comment ça se construit, cet immeuble peut être construit en combien de temps quand les normes de la construction sont respectées? Première question, le permis de construire dure combien de temps? Le permis de construire a une durée de validité d'1 année. Ça veut dire quoi? Ça suppose que si vous avez votre permis de construire, durant les 1 année, si vous avez fini le gros œuvre, c'est bon. Si vous n'avez pas fini le gros œuvre, vous serez obligé de faire un autre permis de construire qui va vous permettre vraiment d'exécuter les travaux. Donc, durée de validité, 1 an, permis de construire. Il a aussi demandé, il faut combien de temps pour finir un immeuble R+4? Non, je pense que ça dépend, il n'y a pas un délai fixe. La première chose, ça dépend, quand il y a un immeuble R+4, c'est vague, ça dépend du gabarit. Il peut y avoir un immeuble R+4 de moins de gabarit, et puis un immeuble R+4, tu peux être plus costaud, plus grand. Donc, il y a ça. La deuxième chose, est-ce que c'est une seule entreprise qui travaille? Est-ce que c'est 2 entreprises? Est-ce que c'est 3 entreprises? Tout ça, ça peut jouer sur le temps. Et dernière chose, c'est le coût. Est-ce que le maître d'ouvrage dispose de tout le budget pour exécuter les travaux? Parce que très souvent, les gens construisent de façon graduelle, par étape, avec le budget qui est disponible au fur et à mesure. Donc voilà les paramètres qui peuvent, n'est-ce pas, influer sur le délai vraiment de construction d'un immeuble R+4. Donc tout de go, on ne peut pas dire c'est 1 année, c'est 2 ans, c'est 3 ans. On continue le tour de table de nos invités. Celui qui arrive maintenant s'appelle Isiaka Diaby. Il est donc le président des victimes de Côte d'Ivoire. Il vient donner son avis sur les différents effondrements des immeubles en Côte d'Ivoire. Monsieur Isiaka Diaby, merci. Monsieur Messou vous écoute. On était en train de travailler sur le terrain, on s'est rendu compte que certes, il y a le permis de construire, qui pour nous n'est pas une pièce qui est introduite dans le bâtiment. C'est un document qui vous permet de construire. Mais est-ce que dans la construction, les droits sont respectés, les normes sont respectées? On s'est rendu compte que, outre le permis de construire, mais il y a les matériaux qui rentrent dans la construction. Les matériaux rentrant dans la construction, il y a le fer à béton, il y a le ciment, il y a le gravier. Est-ce que ces matériaux répondent aux normes? Malheureusement, nous avons commencé à travailler sur le fer à béton. On s'est rendu compte que le fer à béton n'était pas de qualité en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment dramatique. On a fait des achats chez 30 grands distributeurs revendeurs sur le territoire des distributeurs autonomes d'Abidjan. Après expertise, c'est avéré que c'est seulement 3 revendeurs qui nous ont vendu le fer à béton qui respectent les normes. Le reste, ce sont des fers à béton qui ne respectent aucune Monsieur Messou, la qualité des matériaux utilisés est mise en cause. Il y a 2 choses. Je pense que déjà, il y a les matériaux de construction qui sont vendus sur le marché. Effectivement, il y a des matériaux de mauvaise qualité. Et ça, nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, pour mettre un frein à cela, pour limiter, pour, n'est-ce pas, éviter qu'il y ait des matériaux de mauvaise facture venant sur le marché. Ça, c'est la première chose. Vous êtes en train de travailler, mais pendant ce temps, les populations font quoi? Actuellement, quand on veut construire, si on respecte le process, j'ai parlé du contrôle technique. C'est le rôle du contrôle technique, de s'assurer que non seulement le matériel de travail et les matériaux de construction sont de bonne qualité. Je l'ai dit ici, dans la description du process. Donc, vous devez prendre un bureau de contrôle qui va vous empêcher d'utiliser des matériaux de construction de mauvaise qualité. Le bureau de contrôle, le bureau de contrôle, ce sont des professionnels qui sont sur le terrain un peu partout. Il y a le bureau de contrôle, il y a la chambre des ingénieurs conseils, ils sont là, c'est leur rôle. C'est pour ça que je dis que quand vous construisez... Ce sont des structures privées ou étatiques? Ce sont des structures privées, ça ce sont des professionnels privés, ça n'a rien à voir avec l'État. L'État fait le contrôle administratif. Et le contrôle technique, c'est un contrôle qui permet de vérifier que les matériaux de construction qui sont utilisés dans l'exécution des travaux sont de bonne qualité. Monsieur Isiaka Diaby, Monsieur Messou vous écoute. J'insiste beaucoup sur la coopération parce que Monsieur le directeur me disait tout à l'heure que le contrôle de la qualité de ce que nous consommons relève des populations. Non, c'est l'État qui doit veiller à ce que tout ce que les Ivoiriens consomment soit de qualité. Dans un état de droit, on ne doit même pas parler de mauvaise qualité d'un produit. Parce que tout ce qui est mauvais et qui n'est pas de bonne qualité doit être retiré du marché. Donc, pour nous, le ministère de la Construction, qui est souvent indexé, doit aussi se débattre pour, n'est-ce pas, dans ses contrôles et de façon systématique,
Parce que la question mener des actions en faveur des droits de l'homme et de la dignité humaine sont des valeurs qui sont en nous et leurs actions, et les actions relatives à notre portée. Donc on peut aussi dans les recherches des causes, parce que jusqu'à aujourd'hui les Ivoiriens ne savent pas encore pourquoi les maisons s'écroulent. Monsieur Messou, est-ce que vous initiez des rencontres avec les populations pour les sensibiliser par rapport aux dangers? Parce que nous sommes tous concernés avec ces effondrements. Quotidiennement, nous avons fait des tournées dans certaines villes, y compris au niveau d'Abidjan, où nous parlons à la population. Nous comptons sur la population pour nous donner des informations concernant des chantiers illégaux, parce qu'on ne peut pas tout voir, il y a des chantiers qui sont cachés, on ne peut pas tout voir. Donc il est bon que la population nous alerte sur ce fait-là et nous invitons... Oui, mais prenez l'engagement dès maintenant, M. Messou. Oui. Si les populations constatent quelque chose de pas clair, qu'elles viennent vers vous, qu'elles prennent la décision de venir vers vous, prenez la peine de les écouter. Oui, mais la population a écouté. Notre rôle, c'est d'écouter la population. Parce qu'on ne peut pas travailler sans la population. Monsieur Messou, merci d'être venu. Monsieur Diaby, merci d'être venu. Aux uns et aux autres, je vous dis infiniment merci d'avoir participé donc à cette émission. Je voudrais, avant de dire au revoir donc aux téléspectateurs, vous laisser l'occasion de lancer un appel à l'endroit des populations. Merci. Je voudrais, pour clore mon propos, au nom du ministre Bruno Nabagno-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui nous donne l'occasion, qui nous encourage à chaque fois que le besoin se présente, que nous puissions nous exprimer, parler à la population. Donc, présenter vraiment mes condoléances à toutes les familles éplorées, et ainsi que souhaiter un prompt établissement à tous les blessés de ces différents drames auxquels on a assisté. Je voudrais dire à la population que le gouvernement n'est pas indifférent. Le gouvernement n'est pas indifférent vraiment à tout ce qui se passe, qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, qui continuent d'être menées pour que vraiment on arrive à une situation de zéro effondrement. Donc j'invite la population à nous faire remonter les informations pour ce qui concerne les chantiers illégaux pour que nous puissions agir en amont, parce que quand c'est en amont, c'est plus facile que quand les chantiers arrivent à un certain niveau. Et puis dire à tout le monde vraiment, à interpeller tout le monde à plus de discipline, au respect du code de bonne conduite en matière de construction, et vous dire que nous sommes dans une dynamique de communication, d'information et de sensibilisation. Mais il faut que les gens comprennent que quand on ne respecte pas les prescriptions, il y a la sanction. Je parlais des amendes, des démolitions et puis des peines privatives de liberté. Donc, plus que jamais, chacun doit prendre ses responsabilités et le gouvernement sera plus ferme. Chaque fois que vous verrez tous les dimanches sur votre chaîne de télévision, la télé sans filtre, l'AFTV, c'est qu'il y a problème. À dimanche prochain pour un autre problème.